Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier numéro des Entretiens de la quarantaine, une série d'émissions, vous l'aurez compris au titre, consacrée à cette période exceptionnelle d'épidémie. Plutôt que lire les désespérants journaux littéraires de nos élites, nous avons choisi de donner la parole toute la durée du confinement à des experts ou personnalités qui ont réellement quelque chose à dire sur le sujet. À l'heure où nous enregistrons cette émission, la pandémie dite du coronavirus a fait sur notre territoire plus de 3000 morts, 21 000 personnes sont hospitalisées et plus de 5 000 se trouvent en réanimation. Pour parler de cette épidémie et précisément en ce qui nous concerne aujourd'hui de ses impacts sur l'économie mondiale, nous recevons Philippe Murer. Philippe Murer, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, ingénieur en mathématiques appliquées et en finance de formation. Vous avez enseigné à l'EM Lyon et à la Sorbonne. Vous êtes aussi spécialiste des questions européennes et l'auteur d'un livre sorti chez Fayard sur la transition énergétique. J'ajoute que vous venez également de signer un autre ouvrage sur la transition écologique cette fois-ci, dont la sortie a été décalée en raison du confinement. Alors Philippe Murer, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dresser à gros traits l'état actuel de l'économie mondiale en cette période de pandémie ? Je rappelle pour nos auditeurs qu'en ce moment même, la moitié de la population de la planète est confinée chez elle. Donc, comme nous sommes dans une économie hyper mondialisée, comment fait-elle pour encore tenir aujourd'hui, justement quand son moteur, à savoir la liberté de circulation des personnes, des marchandises et des capitaux, est quasiment stoppé et mis à l'arrêt? Alors, l'économie mondiale, elle tient plus trop debout, hein. D'ailleurs, elle est quasiment bloquée. Ça a été la Chine qui a été bloquée dans un premier temps, qui a l'air de se débloquer. Aujourd'hui, c'est les grands pays occidentaux, l'Europe, la France, les États-Unis qui sont de plus en plus bloqués, grippés par le confinement. Et donc, tout est en train de se disloquer. On a une crise de production très claire, mais aussi une crise de demande, puisque les gens, quand ils sont confinés, n'ont pas beaucoup de besoins, par des besoins de base que sont l'alimentation, la santé et se loger. Et effectivement, ça pose en plus des problèmes encore plus grands du fait qu'on a des chaînes de production mondialisées avec une voiture qui va prendre des productions de beaucoup de pays différents afin d'être assemblées. Et donc, il suffit qu'il y ait quelque chose qui se grippe dans cette chaîne de production dans un pays pour tout arrêter, pour arrêter toutes les chaînes de production ou les compromettre fortement. Donc, effectivement, on a un problème majeur. Après, tout s'est pas disloqué parce que les marchés financiers sont pas encore complètement par terre parce qu'ils ont été soutenus à fond par les banques centrales et les États. Mais on est dans une situation très complexe. En fait, on est dans une économie gelée. Alors, Jacques Sapir avait parlé d'une économie Blanche-Neige où tout est gelé. On est dans ce cas-là, quoi. Effectivement, le confinement impose de geler l'économie de chaque pays qui se confine. Et là, on a la moitié, effectivement, de la population qui est plus ou moins confinée, donc la moitié de l'économie gelée. Pour donner un chiffre, parce que on est dans des incertitudes maximales, radicales. On est dans un mécanisme chaotique où il est très complexe de prédire l'avenir, sauf que l'avenir sera violent au niveau économique. L'INSEE prévoit 35% de recul du PIB sur le trimestre. Voilà, sur le mois, tant que le confinement durera. Oui, Voilà un d'accord. peu le tableau qu'on peut brosser pour l'instant. Oui, c'est pour ça qu'on a vu plusieurs papiers sortir dans la presse qui commençaient à évoquer la possibilité d'une crise systémique mondiale ou à minima d'une récession à venir. Je crois que même la patronne du FMI a annoncé ça tout récemment. Alors justement, vous parliez de mécanique grippée. Est-ce qu'on sait quels sont les scénarios qui s'offrent à nous à l'heure actuelle et quels sont les plus probables? Est-ce qu'on a une économie qui, une fois le confinement terminé, potentiellement peut être relancée? Est-ce que la reprise elle-même risque d'être lente, laborieuse, ou est-ce qu'il risque d'y avoir une forme d'impossibilité structurelle pour l'économie à retrouver son rythme antérieur? Alors, il y a beaucoup de questions dans ce que vous dites, hein, c'est tout à fait intéressant. Première chose, c'est que l'économie ne se redressera pas tant que la crise sanitaire ne sera pas terminée. Or, la crise sanitaire peut être terminée dans un pays, ou en apparence, par exemple comme la Chine, mais elle n'est pas terminée dans le monde entier. Et tous les pays adoptant des stratégies différentes, la crise sanitaire va continuer pendant longtemps. En plus de cela, tant qu'on n'aura pas de vaccin, eh bien, on pourra être réinfecté par des pays qui sont en retard sur la guérison.
Donc, ça pose des problèmes qui vont durer probablement jusqu'à ce qu'on ait un vaccin ou un traitement parfait, très efficace et qui permette de s'affranchir de cette maladie. Alors, en termes de récession, la récession, elle est ultra profonde. Hein. Quand on parle de 35% de baisse du PIB sur un mois, c'est du jamais vu. Je suis même pas sûr que dans l'histoire économique récente, depuis 100 ou 200 ans, on ait vu ça. Donc, c'est une crise d'une profonde violence. En plus, la crise de l'économie française, européenne va alimenter la crise américaine et inversement. Donc, on a plein d'interactions qui vont approfondir cette crise avec des choses qui seront probablement très surprenante. Alors la reprise après, elle va dépendre des politiques qui ont été menées pendant le confinement pour sauver les entreprises, les salariés ou pas, et elles dépendront des politiques qui seront menées après le confinement. A priori, elle sera relativement laborieuse. C'est ce qu'on peut imaginer. C'est ce qu'on voit d'ailleurs en Chine. Hein. La reprise semble un peu laborieuse, bien qu'ils aient remis une grosse partie de l'économie sur les rails. Par exemple, eux-mêmes ont des problèmes de demande, puisque la Chine dépend de l'étranger pour une grosse partie pour une partie importante de sa production industrielle. Oui, puisque les clients européens, effectivement, du coup, étant confinés, le carnet de commandes le carnet de commandes se réduit, quoi. Et puis les Américains ne sont pas encore complètement confinés, on y viendra, mais ça commence aussi à venir petit à petit dans des États particuliers des États-Unis, avec la mécanique qui se grippe là-bas aussi. Alors, vous avez justement parlé de l'agitation des marchés financiers qui a poussé plusieurs institutions à intervenir. Enfin, je pense notamment à Donald Trump qui a annoncé un plan historique de relance de 2200 milliards de dollars. La France a fait pareil avec 300 milliards d'euros d'injection. La Banque centrale également avec 1000 milliards, je ne dis pas de bêtises. Est-ce que selon vous, ce sont des solutions adéquates et quels impacts elles vont avoir quels impacts toutes ces injections monétaires vont avoir sur l'économie mondiale? Est-ce qu'on peut prévoir ça à l'heure actuelle? Est-ce qu'on peut établir un schéma précis, quoi? Alors, il y a deux types de plans de relance. Il y a le plan de relance de planche à billets américain et de la Banque centrale européenne qui consiste à acheter des milliers de milliards d'actifs sur les marchés financiers pour les empêcher de s'écrouler. Donc ça a comme rôle de sauver les marchés financiers. Après, il y a les plans sur l'économie réelle qui sont, à mon avis, plus importants parce que l'économie réelle, c'est la racine de la richesse et non la finance. Alors, pour moi, la seule solution, c'est de sauver le maximum d'entreprises, c'est-à-dire les organisations humaines qui nous permettent de produire. Et évidemment, par justice sociale, de sauver aussi tous les salariés. Et donc, il n'y a pas 10 000 moyens. C'est que pendant l'arrêt des entreprises, toutes les entreprises qui sont arrêtées, elles ne doivent pas payer de charges sociales, elles ne doivent pas payer leur salaire puisque leurs salariés ne peuvent pas produire. C'est l'État qui doit payer. De la même manière, les impôts doivent être annulés et les emprunts des entreprises doivent être reportés puisqu'elles ne peuvent pas le régler. Sinon, on va avoir des tombereaux de faillite et si le tissu est abîmé, on ne pourra pas rebondir et ça sera absolument impossible de rebondir fortement. On aura une solution très détériorée. Là, du coup, ça va dans le sens des réformes du coup d'Emmanuel Macron, des mesures qui ont été faites pour sauver les salariés et les entreprises, notamment avec l'annulation de certains impôts, des charges et échéances bancaires. Alors, ça va dans ce sens, mais c'est des demi-mesures. Et c'est dommage parce que c'est des demi-mesures, ça va coûter cher, mais ça ne va pas sauver tout le monde, a priori, sauf s'il améliore son plan, puisqu'on a plutôt des reports d'impôts, on a du chômage partiel, partiellement payé par l'État, mais pas totalement. En plus, apparemment, ça n'a pas l'air si simple que ça d'obtenir du chômage partiel payé par l'État, par les entreprises. Oui, donc, on a des demi-mesures et en plus, elles coûtent cher. Parce que, par exemple, et l'État prend des risques absolument gigantesques. Quand on prête, on garantit 300 milliards d'emprunts par l'État pour les entreprises, ces 300 milliards, c'est gigantesque. Et donc, l'État prend un risque gigantesque qui, à mon avis, est assez ridicule parce que le but, il était plutôt d'empêcher qu'il y ait des charges pour les entreprises qui arrivent ce mois de confinement ou les 2 mois de confinement pour les empêcher de se détruire. Donc, je pense que c'est des demi-mesures qui sont pas franchement, qui vont pas être très très efficaces, un peu, mais pas assez, et l'économie va donc se détériorer alors même qu'on met des tombereaux d'argent public sur la table. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'ai effectivement. Je vous ai coupé juste pour dire qu'il y a certains salariés qui se sont plaints
que bon nombre de dirigeants jouaient sur cette situation de chômage partiel pour demander en même temps à leurs salariés de télétravailler, alors qu'ils étaient actuellement au chômage, en fait. Oui. Et payé en partie par l'État, a priori, quoi. Mais, voilà, et je crois qu'à peu près, on a 220 000 entreprises qui ont déjà sollicité la mise en place du dispositif de chômage partiel dans le pays, ce qui correspond à peu près à 2 millions de salariés, quoi, en gros. Ce qui n'est pas beaucoup, en fait, parce que 2 millions de salariés il y a à peu près 5 millions de fonctionnaires en France et 25 millions de salariés. Je veux dire, ça veut dire que ça ne fait pas beaucoup, et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui continuent à supporter des charges. Ça, c'est assez embêtant et assez inquiétant. Et on a vu que Macron n'est pas très clair, le gouvernement, sur ce qu'il veut, puisque Pénicaud avait fustigé une fédération d'entreprises du bâtiment qui avait demandé d'arrêter les travaux. Et elle a fustigé en disant non, il faut que vous travailliez par solidarité avec le reste de la nation. Je pense que c'est une grave erreur parce que de toute manière, il ne faut pas oublier une chose tout le temps, c'est qu'il faut d'abord résoudre la crise sanitaire en ne gardant que les activités essentielles, alimentation, pharmacie, banque, pour repousser les emprunts, mais surtout qu'il y ait le moins de gens dans la rue pour qu'on arrive à se guérir. Et en faisant des demi-mesures, ni on se guérit, ni on guérit l'économie, ni on permet à l'économie de se redresser. Donc c'est très, très embêtant, je pense. Oui, alors du coup, cette solution d'enjoindre toute la population à se confiner en mettant à l'arrêt des entreprises, comme vous l'avez dit, considérées comme non essentielles, à part donc, hors alimentation, est-ce que pour vous, c'était la solution à adopter? Est-ce que c'était la meilleure solution? Non, la meilleure solution, c'était clairement la solution. En fait, il y a quelques pays qui ont réussi, les pays asiatiques, par exemple Taïwan, qui a très peu de cas, je crois que c'est 200 cas, quoi, dont une grande partie sont traités et les cas augmentent peu. Et Taïwan a fait une chose simple, c'est qu'ils ont bloqué tout de suite les vols vers la Chine. Et contrôler au maximum leurs frontières pour empêcher le virus d'arriver sur le territoire. Ça, c'était une excellente mesure, en plus des mesures sur les masques et de toutes les mesures sur les tests qu'ils ont faits. Ils ont permis ainsi à l'économie de continuer de fonctionner puisqu'ils ont très peu de malades. Ça, c'était la phase 1 que la France a ratée, puisque la France a laissé ses frontières ouvertes avec la Chine à ce moment-là, et donc a laissé le virus et l'épidémie entrer. La phase 2, on l'a aussi ratée, alors que la Corée du Sud l'a réussi. Et la Corée du Sud a importé quelques cas, et il y a eu une contamination assez importante, puisqu'on a eu à un moment donné 9000 cas, 9000 malades sur le territoire. Et aujourd'hui, grâce aux tests en nombre très important qu'a fait la Corée du Sud, grâce à une politique de confinement, aux masques, ils arrivent à avoir maintenant la moitié moins de malades. Il n'y a plus que 4500 malades. Il y en a beaucoup qui ont été guéris et les chiffres augmentent très, très lentement chaque jour. Et même, ils diminuent quand on compte le nombre de malades qui restent. Voilà, et ils ont donc permis à leur économie de bien fonctionner. Nous avons raté la phase 1 et la phase 2, donc on est obligé de passer dans une mesure qui est un peu moyenâgeuse, qui est la mesure de confinement global. En fait, la France est un peu dans la même situation que Wuhan et le Hubei, qui avaient tellement de cas qu'ils étaient obligés de se confiner. Donc on peut dire que c'est une très mauvaise situation et ça coûte très cher de ne pas avoir été fort dans la phase 1, bloquer les frontières, et fort dans la phase 2, faire comme la Corée du Sud, plein de tests, de traçage de la population qui était contaminée pour arrêter l'épidémie à temps. Alors, mardi dernier, le ministre de l'Agriculture et le syndicat agricole FNSEA ont lancé un appel aux personnes disponibles pour aider les agriculteurs sur le territoire national. Dans le même temps, Bruno Le Maire a demandé aux enseignes de la grande distribution de s'approvisionner auprès des agriculteurs français qui étaient pénalisés par la fermeture des marchés. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, les marchés sont en train de basculer vers du 100% de fruits et légumes français. Est-ce que, je mets ça vraiment entre 3 voire 4 guillemets, est-ce que c'est l'un des aspects positifs de cette crise, c'est qu'elle aura permis, à minima, de relocaliser une partie de notre économie nationale? Oui, c'est vrai que ce basculement était impossible dans l'Union européenne, qui mettait en concurrence les produits des agriculteurs français dans les étals de nos supermarchés avec ceux de tous les pays du monde, pratiquement. On a des accords de libre-échange avec une grande partie du monde. Et donc, ça faisait qu'on avait de plus en plus de produits étrangers et une destruction lente, mais certaine, de notre agriculture française. Donc, on a ce basculement qui est possible.
parce que l'Union européenne est obligée de se mettre aux abonnés absents, hein, on n'a pas le choix, et donc elle laisse le gouvernement appeler à ce qu'il n'y ait que des produits français dans les étals des magasins, ce que l'Union européenne n'aurait jamais accepté dans une période normale, et ce qu'elle n'acceptera sans doute pas si on revient, ou quand on revient à la normale. Voilà à peu près où on est. Après, sur les aides aux agriculteurs, l'appel aux agriculteurs pour qu'il y ait des gens qui viennent travailler et qui soient rémunérés, bon, c'est une bonne chose, hein. En plus, en tant que peuple, on a besoin de produire assez de nourriture pour nous nourrir, donc c'est une bonne chose s'ils sont correctement rémunérés. Après, c'est une grande hypocrisie puisque on a viré beaucoup de gens pour embaucher des travailleurs détachés dans l'agroalimentaire, pour embaucher du personnel étranger aussi dans les champs, et maintenant, qui était moins cher, et maintenant on se retrouve à demander à faire appel aux Français volontaires pour aller travailler dans les champs. Bon, c'est une excellente chose que les Français y répondent. Je crois qu'il y a 145 000 personnes qui ont répondu à cet appel. C'est ça, exactement. Alors justement, ces annonces elles font aussi planer la crainte d'une forme de pénurie alimentaire si l'épidémie était amenée à se poursuivre. On sait qu'il y a une forte interdépendance des économies de la mondialisation, et d'autant plus que la France, ces dernières années, a continué à augmenter, à élever ses importations alimentaires. Je crois qu'on a près d'un flux légumes sur 2 consommés dans le pays qui est importé. Ces risques de pénurie alimentaire, ils sont sérieux selon vous ? A priori, non. Ça devrait aller parce que l'Europe est quand même autosuffisante globalement au niveau alimentaire, à part dans certains produits exotiques comme les bananes et des choses comme ça. Mais on est globalement autosuffisant. Donc, on devrait s'en sortir, à moins que le chaos sanitaire soit tel que certains pays ne puissent plus produire. Après, c'est clair que ça crée une fragilité, cette interdépendance, dans une crise comme celle-là, mais normalement, on devrait s'en sortir. Moi, la vraie question que je me pose, c'est le problème des routiers, puisque en fait, la France dépend énormément des routiers étrangers, à cause de l'Union européenne qui a permis le cabotage et qui a fait qu'on a détruit 80% des emplois des routiers français qui ont été transférés vers des gens des pays de l'Est, notamment la Pologne. Je pense que ces routiers polonais ne sont plus là, et ça explique peut-être pourquoi le personnel routier français est un peu épuisé, parce qu'un peu surmené. À mon avis, chacun est venu rentrer dans son pays. Donc on voit le problème de ces interdépendances qui, en temps de crise, sont un vrai élément de fragilité pour l'économie et pour la santé du pays. Oui, effectivement, on a pu voir d'ailleurs circuler plusieurs vidéos de routiers qui disaient être absolument exténués par le rythme en fait de l'acheminement et de l'approvisionnement du territoire qui commençait à être insoutenable, quoi. Alors ça doit être lié à ce problème dont on parle très peu, quoi, effectivement. Dans un article sur le site Causeur publié récemment, vous avez vous avez dit que cette crise était l'occasion d'interroger très sérieusement notre modèle économique, du coup pour mieux envisager son remplacement. Vous parlez de planification gaulliste. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement ? En fait, c'est vrai que ce modèle économique basé sur le libre-échange et le tout marché et la finance a produit des tas de dégâts depuis des années, qui a fait qu'il y a eu une vague populiste en France, une vague de gilets jaunes récemment, une vague de contestation massive de toute la société contre la réforme des retraites et contre la réforme du droit du travail. Effectivement, ce modèle a créé une hausse du chômage très forte en France, une hausse des inégalités partout dans le monde, précarité des existences, une désindustrialisation en France, une dépendance vis-à-vis de l'étranger qu'on a vu, un appauvrissement en fait, des salaires qui sont stables, voire à la baisse. Le SMIC a pratiquement pas augmenté depuis 10 ans, alors que les prix de l'immobilier explosent et sont mal pris en compte par l'INSEE. Ça crée aussi une hausse très forte de l'immobilier, ce qui empêche les jeunes d'accéder à l'immobilier, ou ceux qui n'ont pas encore acheté d'acheter, c'est complètement impossible. Et donc, ce modèle était effectivement un modèle qui profitait aux super riches, à ceux qui détiennent l'outil de production, et les autres étaient effectivement les mains vides. Donc, il faut changer, c'est le moment de changer de modèle, et on y sera obligé puisque la reprise sera chaotique. Puisque si on dépend de l'économie mondiale et on pense dépendre des exportations, de nos exportations et de nos importations par la suite pour croître, ça va être très complexe puisque plein de pays seront dans la crise sanitaire mondiale de façon décalée. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est ce qu'on est en train de faire
tout doucement, c'est de relocaliser cette production de produits essentiels pour lutter contre le virus, puisqu'on va lutter probablement longtemps contre ce virus, avec une relocalisation de la production de masques, de respirateurs, de médicaments essentiels, comme peut-être l'hydroxychloroquine, l'avenir nous le dira. Tout ça dans un premier temps pendant cette période de confinement. Et dans la période d'après, il va falloir relancer l'ensemble de notre production, les activités qui ont été abandonnées, et notamment l'industrie. Et pour cela, en France, on va avoir besoin, il y a une nécessité de revenir à la période gaulliste avec un commissariat au plan qui permet d'associer l'État et le privé pour développer des industries du futur ou redévelopper des industries qu'on a perdues. Alors, l'exemple typique, c'est le programme nucléaire français, puisque la recherche et développement s'est fait par l'État ou des instituts qui dépendaient de l'État, comme le commissariat à l'énergie atomique, et ensuite, avec des industriels privés et publics, des commandes publiques sur le long terme et du financement public, on a fait effectivement ce gigantesque programme nucléaire qui lui permet de produire 70% de l'électricité en France à un prix très faible et sans aucune émissions de CO2. C'est une réussite exceptionnelle gaulliste. Il y en a beaucoup comme ça. Il y a eu les plans télécom pour accorder tout le monde au téléphone. Et demain, il va falloir faire ce même genre de plan, par exemple pour l'énergie solaire, pour avoir des panneaux photovoltaïques chez nous, pour l'énergie éolienne, pour avoir plus de nucléaire, pour produire de l'hydrogène sur notre territoire, pour produire des voitures à pile à combustible et reconstruire toutes les industries qu'on a perdues. Électronique, informatique, il y a plein de choses à faire. Peut-être d'ailleurs qu'on pourrait, à l'occasion de cette crise avec des entreprises qui sont fragilisées, racheter Alstom à General Electric qui est extrêmement fragilisé et Macron devrait s'en occuper puisque General Electric est évidemment en énorme difficulté. La partie télécom d'Alcatel que Macron a lâchée quand il était ministre de l'économie aussi pourrait être achetée à Nokia. Voilà tout ce qu'il faut qu'on fasse. Par contre, on sait que l'Union européenne va nous bloquer puisque l'Union européenne interdit spécifiquement toute politique industrielle et donc toute planification gaulliste. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'effectivement, ça implique des questions, encore une fois, de conflit avec les institutions européennes, sur lesquelles on va revenir à la fin de l'entretien, parce qu'évidemment, s'il y a bien un organisme qui a brillé par son absence durant cette crise, et encore, c'est évidemment l'Union européenne. Donc, on va y revenir. Avant ça, j'aimerais qu'on fasse un point sur la réactivité justement de nos gouvernants. Vous avez évoqué ces phases 1 et phase 2 qui ont été manifestement loupées, manquées par les dirigeants. On a pu voir deux tendances dans le discours présenté par le gouvernement. D'abord, la réaction un peu agacée d'Emmanuel Macron, félicitant, donc je le cite, toutes celles et ceux qui avaient prévu tous les éléments de la crise une fois qu'elle a eu lieu, donc évidemment formule ironique. Ensuite, les propos d'Édouard Philippe, qui lui alors versait davantage dans la négation, en disant, je cite, « Je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement ». D'où cette question. Évidemment, personne ne pouvait prévoir qu'un pangolin à lui seul infecterait des millions de personnes sur la planète. Néanmoins, les alertes quant au risque de pandémie mondiale, notamment en raison de la capacité d'un virus à se propager facilement dans un monde hyperconnecté, elles étaient assez nombreuses pour que le gouvernement dispose d'un plan d'action efficace, n'est-ce pas ? Tout à fait. C'est ce qui a permis On avait un plan d'action efficace. D'ailleurs, le Canard enchaîné de mercredi dernier a montré qu'on avait tout un plan d'action qui était fait par l'État, qui n'a absolument pas été suivi. Donc, c'est la carence de nos dirigeants politiques. Alors, ils s'en sortent par des formules de rhétorique en disant Macron, personne n'avait prévu tous les éléments. Évidemment, c'est une crise chaotique. Par contre, il y avait beaucoup de gens qui avaient prévu les éléments les plus importants, c'est-à-dire le danger très important de cette épidémie de coronavirus, puisque quand on a vu, il y avait un élément très simple de bon sens, quand on a vu que la Chine, bien qu'elle commençait à confiner fortement Wuhan, continuait à avoir une augmentation des cas, on voyait que ce virus était d'une contagiosité extrême et extrêmement complexe à éliminer. Donc on avait tous les éléments. Certains pays en ont profité pour se préparer. Taïwan a réagi immédiatement en mettant son plan, Singapour aussi. La Corée du Sud a mis un plan d'un autre type en produisant énormément de tests, en mettant en place un test, en produisant beaucoup, en s'assurant qu'ils avaient des masques, en ayant tout un tas de procédures pour gérer cette crise et éviter le confinement général de la population. Ils l'ont fait.
Toute l'Europe, hein, pratiquement ne l'a pas fait, toute l'Europe occidentale, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne se sont laissés emporter dans cette crise et ont complètement raté. Donc on voit qu'il y a effectivement une très mauvaise gestion par nos élites de tout cela. Et d'ailleurs, ça se voit puisqu'ils avaient tout le temps de commander des masques, de commander des tests, et on se retrouve complètement dépourvu à commander les masques et les tests absolument au dernier moment. Alors, certains économistes ont parlé de cette crise en disant qu'elle était l'amorce de la fin de la mondialisation. Je vous citais Jacques Sapir tout à l'heure, qui avait d'ailleurs écrit un ouvrage il y a quelques années qui s'appelait La démondialisation. Ouais, je crois en 2008, hein, Ouais, ça fait longtemps. De toute façon, Jacques Sapir a toujours un coup d'avance généralement. Donc, mais est-ce que cette annonce d'une fin de la mondialisation, elle vous paraît exagérée, un peu ou assez sérieuse? Je pense qu'elle est assez sérieuse, mais il va y avoir forcément une lutte entre ceux qui ont fait toute leur carrière sur le concept de mondialisation et qui sont quelque part très décrédibilisés, mais qui vont vouloir garder ce pouvoir et qui ont tous les postes de pouvoir, hein, toutes les élites médiatiques, politiques, et puis tout le reste de la population qui voit bien maintenant tous les dangers de la mondialisation, avec cette dépendance de l'étranger pour toutes nos productions, même nos productions de santé. Et donc, on va avoir une lutte très forte là-dessus avec et ça, c'est une crise politique qui risque de s'ouvrir juste après la fin du confinement et qui va être à couteau tiré entre la population et toute l'élite qui va pas vouloir bouger. Puisqu'on connaît sa façon de faire, hein, pendant la crise de 2008, j'ai même entendu Christine Lagarde qui disait que le protectionnisme était envisageable. En fait, ce qui est un mensonge total dans sa bouche, puisqu'en fait, elle n'y pensait pas une seconde, mais il fallait relâcher la soupape de sécurité. Ils vont relâcher la soupape de sécurité et ils vont revenir à leurs bonnes vieilles habitudes. Premièrement, parce qu'ils ont construit leur carrière là-dessus et dire le contraire serait se décrédibiliser. Et deuxièmement, parce qu'ils n'ont que ce logiciel, nos élites n'ont que ce logiciel en fait de mondialisation, de marché et d'Union européenne pour gouverner. D'accord. On va faire un rapide tour de l'économie mondiale en interrogeant un peu la situation de certains pays et la manière dont ils ont réagi à cette épidémie, en commençant évidemment par un des premiers concernés, qui est l'Empire du Milieu. Vraisemblablement, la Chine a commencé à rouvrir ses frontières, elle amorce un redémarrage à petits pas de son économie. Bon, ça reste encore laborieux. Est-ce qu'on a un calendrier plus ou moins précis de comment ça va se dérouler, ce redémarrage de la Chine, en sachant justement qu'effectivement, tant que ses clients européens sont confinés, ça reste très problématique? Alors, ça reste problématique, mais il y a quand même toute la production intérieure et la consommation intérieure qui est important. Alors, on voit qu'à Wuhan, ils ouvrent progressivement, hein, qui est qu'une province de Chine, ils ouvrent progressivement, alors que c'était la province la plus confinée. Donc, après, ils ont une peur, c'est qu'il y ait quelques virus qui soient restés dans quelques endroits, quelques personnes contaminées, et de devoir tout refermer. Donc, ils vont prendre un petit peu de temps pour ouvrir au fur et à mesure et vérifier que le virus ne se balade plus en Chine. Alors, ironie du sort, ils ont fermé vraiment les frontières à tous les voyageurs venant d'Europe et des États-Unis, alors ils critiquaient violemment les Européens, les Américains qui avaient fait la même chose il y a un mois et demi. Effectivement, ils vont être obligés. Donc, ils ont un redémarrage qui est pas mauvais, hein, mais l'économie tourne pas à 100% à cause de ces clients étrangers. Donc ça se passe pas si mal en Chine. Et en plus, ils ont effectivement beaucoup d'autosuffisance puisqu'ils ont une industrie très forte, très puissante et qui cadre, qui produit à peu près tout ce qu'on peut produire. On a beaucoup glosé justement en comparant la manière dont le gouvernement français avait réagi face à cette crise et la différence avec la réaction chinoise, en comparant même la population. On a à peu près 65 millions de personnes en France, 1,5 milliard en Chine. Cette manière assez autoritaire, assez radicale, je crois même qu'on n'avait plus le droit de sortir en Chine pour acheter à manger. Je crois qu'on était livré directement. À Wuhan précisément. Pardon, à Wuhan, autant pour moi. Est-ce que selon vous, c'était d'une part la bonne méthode, la bonne stratégie à appliquer en Chine, et est-ce que c'était applicable en France? En fait, la chose la plus intéressante que j'ai entendue là-dessus, c'est le médecin français de Wuhan, Philippe Klein,
qui était directeur d'une clinique internationale à Wuhan et qui expliquait ça très bien dans une vidéo que j'invite les auditeurs à écouter, qui dure 7 minutes, qu'on retrouve un peu partout sur YouTube, etc. En fait, il explique que Wuhan a commencé à confiner à peu près comme c'est en France aujourd'hui, avec en plus les transports publics qui étaient complètement éteints, à l'arrêt, et qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient la même situation qu'aujourd'hui en France et en Italie, c'est-à-dire un net arrêt de l'épidémie, mais quand même 5 à 10% de croissance de nombre de cas, ce qui se passe à peu près en France et en Italie. Donc, ils sont ensuite allés beaucoup plus loin et ils ont interdit effectivement beaucoup de gens de sortir avec un approvisionnement qui se faisait de l'extérieur. Et là, l'épidémie s'est arrêtée. Selon Philippe Klein, le médecin qui était à Wuhan pendant cette crise, il pense que c'est la seule solution pour arrêter complètement l'épidémie et arrêter ces cas résiduels. Résiduels, 5 à 10%, ça paraît résiduel, mais ça nous empêche pour le moment de nous en sortir. Alors évidemment, c'est la Chine, c'est hyper autoritaire. Les gens qui avaient de la fièvre dans la rue, apparemment, étaient arrêtés par la police et envoyés dans des hôpitaux. On ne peut pas aller jusque-là, ça n'a pas de sens en France. On n'est pas un pays autoritaire. Et voilà, mais on peut s'inspirer, je pense qu'il faudra s'inspirer ça et qu'il faudra, contrairement à ce que fait Macron, clôturer probablement tous les services non essentiels, toutes les industries non essentielles pendant 3 semaines pour arriver à supprimer complètement cette épidémie. Il n'y a que ça à faire. On ne peut pas l'atténuer, ça n'a pas de sens parce que ça durerait dans ce cas-là pendant des mois, et donc ça coûterait une fortune en termes économiques. Ça serait insupportable un confinement pendant des mois. Donc il faut aller très fort pendant 3 semaines a priori pour arrêter l'épidémie. C'est ce qu'on peut tirer de la réaction de la Chine. Alors, l'autre pilier de l'économie mondiale, évidemment, ce sont les États-Unis. Or, le pays fait face lui aussi à une flambée de cas de coronavirus, mais il n'a pas encore décidé des mesures de confinement. Trump a même d'ailleurs annoncé hier que limiter le nombre de morts à 200 000 dans le pays serait du bon boulot. Je le cite, on va perdre plus de monde si on plonge dans une récession, dans une énorme récession. À votre avis, c'est un calcul qui est froidement rationnel ou à vrai dire, stupide et dangereux ? Moi, j'ai plutôt l'impression que le pays flotte et que les dirigeants de ce pays ne savent pas trop quoi faire. Pour une raison que tout le monde comprendra, les États-Unis, c'est le pays où la liberté est une valeur, un principe absolument essentiel. Ce qui est complètement contraire au confinement. C'est un pays où la fluidité, la liberté de circuler est essentielle. Et c'est complètement contraire au confinement. Donc c'est ça le problème qui est posé aux États-Unis, en plus de la fragilité de l'économie qui est absolument pourrie de dettes privées, de dettes publiques, et un arrêt de l'économie leur paraît compliqué à gérer, d'autant plus qu'ils n'ont pas la vision gaulliste qu'on a de l'État qui peut prendre sur ses épaules une partie du fardeau. Aujourd'hui, ils ont 160 000 cas. La situation est complètement explosive, ça augmente très vite et ça va coûter très très cher aux États-Unis. Maintenant, ils ont un problème supplémentaire, c'est que la santé est privée. Et donc, comment vont-ils pouvoir gérer ça? Comment les gens vont gérer dans leur vie personnelle des coûts de santé qui sont explosifs s'ils ont le coronavirus? Ça peut les inciter à ne pas se déclarer, à continuer à se déplacer, à ne pas se soigner. Donc, c'est dangereux pour leur vie, mais c'est dangereux pour la vie de tous les autres. Donc, on a un problème absolument majeur. Alors, de toute manière, il y a effectivement des gens un peu fous qui ont dit qu'il fallait sacrifier une partie des gens. Mais et je pense que… Oui, c'est le lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick, qui effectivement a appelé les personnes plus de 70 ans à se sacrifier pour leur pays au nom de l'économie. Voilà, et s'il n'y a pas de confinement, de toute manière, on en arrivera là. Je veux dire, le nombre de cas explosera tant qu'il n'y aura pas de confinement. Ça doublera, ça triplera chaque semaine. Et on va se retrouver potentiellement avec 200 millions de personnes aux États-Unis qui auront attrapé la maladie, avec des hôpitaux complètement submergés. Ça veut dire qu'on aura 5% de cas critiques, donc 10 millions de personnes qui risquent de mourir. Ils n'auront pas de respirateur, donc ils seront quasiment sûrs de mourir. Et 30 millions de cas sévères, 15%, 30 millions de cas sévères qui auront des risques importants de mourir. Donc on voit qu'il est absolument inenvisageable et inhumain de penser pouvoir faire ça et de ne pas se confiner. Les États-Unis devront passer au confinement, j'en suis presque certain, mais c'est très difficile pour eux du fait que c'est le pays de la liberté, c'est une valeur cardinale et qu'il va falloir pendant un temps
y renoncer. Et puis, ça veut dire que l'État va intervenir dans l'économie de façon très forte. Et ça, c'est complexe à accepter pour les Américains. D'ailleurs, il y a Darius Rochebin de la radio-télévision suisse qui est un intervieweur très connu, qui connaît tous les gens célèbres de cette planète, qui a interviewé des Français, des Américains. Et il disait sur Twitter qu'il y avait une énorme pression des élites économiques pour dire qu'ils ne se rendaient pas compte du danger pour la population, et qui le relativisaient au nom de leur intérêt, et qui disaient que bon, c'était finalement pas si dangereux, il valait mieux sacrifier quelques personnes que de laisser l'économie exploser, ce qui serait encore plus dangereux. Je pense que c'est complètement, ce sont des fous dangereux, c'est eux qui sont des fous dangereux, et parce que les conséquences seraient terribles au niveau humain. Voilà ce qu'il en est, voilà l'équilibre des forces. Oui, alors justement, dans l'article que je citais tout à l'heure, l'entretien que je citais tout à l'heure donné au site Causeur, vous disiez que l'économie américaine est fragilisée parce qu'habituellement, une de ses forces, c'est la fluidité des transactions et des contrats. Ici, la facilité à licencier devient un boulet dans cette crise. Et vous expliquez qu'effectivement, si le taux de chômage monte à 30%, en fait, ça aura un effet autocatalytique dont on ignore l'aboutissement, en fait, quoi. Ouais, c'est exactement ça. En ignorant l'aboutissement, on a vu qu'il y a eu 2,5 millions de chômeurs de plus en une semaine, ce qui est complètement incroyable d'après les chiffres officiels. Ça pose une question, comment ces gens vont-ils survivre, puisque normalement, ça dure quelques semaines, les allocations chômage américaines, mais ça dépend des États et ça a été relativement limité, au point que seulement un tiers des individus au chômage aux États-Unis touchent des allocations chômage. Comment vont-ils survivre? Quel effet sur l'économie? Effectivement, Goldman Sachs a fait une étude, mais d'autres banques aussi, qui sont apocalyptiques sur l'économie américaine, avec potentiellement 20 à 30% de chômage à la sortie du confinement dans 2 ou 3 mois. Donc, on voit qu'on a une récession qui pourrait être ultra violente, comme elle l'est en France, avec des faillites en série et probablement un endettement massif de l'État américain pour sauver les entreprises américaines les plus importantes, comme il l'avait fait en 2008 en sauvant General Motors et Chrysler. Alors après, que va-t-il se passer? Est-ce que les Américains, il ne faut pas oublier que les Américains sont un peuple pragmatique, vont-ils faire un nouveau New Deal, changer complètement de logiciel économique? C'est tout à fait possible, mais ça, c'est des problèmes politiques et l'avenir nous le dira. Alors, la question des frontières a également beaucoup fait parler. On était arrivé à une situation assez aberrante il y a à peu près 2 semaines où l'Italie et l'Allemagne avaient fermé les leurs, tandis que les nôtres étaient encore ouvertes à leurs habitants potentiellement contaminés. Comment vous expliquez une telle défaillance au plus haut niveau de l'État, en sachant que c'était quand même, la France avait l'air d'être dans cette situation une exception à la règle, quoi. Mais je crois qu'on l'est encore. Moi, je n'ai pas vu qu'on a fermé les frontières avec l'Allemagne ou avec les pays qui ont fermé les frontières vers la France. Je crois qu'on a laissé ces frontières ouvertes. On a un président qui est très idéologue, qui est très sans frontiériste et qui, par idéologie, refusait de fermer les frontières ou au moins de les contrôler drastiquement. Et on se retrouve avec la chose suivante, c'est que finalement, on ferme les frontières individuelles avec le confinement. Chacun a ses frontières individuelles qui est matérialisée par le confinement qu'on est obligé de subir. Donc, c'est absurde, mais c'est effectivement une idéologie qui va jusqu'au bout. Et on se rappelle que la Chine, avec qui on a laissé nos frontières ouvertes au début de la crise quand ils avaient le virus, maintenant ferme ses frontières aux Français et à tous les Européens, maintenant qu'elle pense être guérie. Donc on voit qu'on est vraiment les dindons de la farce. En plus de cela, il y a effectivement le fait que Emmanuel Macron est un idéologue européen et que dans ce cas-là, il ne voulait pas fermer les frontières avec les autres pays d'Europe. Au contraire, il surjoue l'Union européenne, on le voit, en déplaçant quelques malades de la France vers l'Union européenne pour faire croire qu'il y a de la solidarité, ce qui n'est franchement pas du tout le cas, mais alors qu'on pourrait juste déplacer quelques respirateurs d'un service à l'autre, ça serait beaucoup moins traumatisant pour les malades et beaucoup plus efficace. On a tout simplement un personnel politique qui s'accroche à son idéologie sans frontiérisme, quitte à nous faire subir des frontières individuelles avec le confinement. Oui, donc vous pensez que c'est beaucoup plus, c'est pas un amateurisme un peu inconscient, comment dirais-je, ou une forme de confiance naïve en l'avenir de nos élites, c'est vraiment une sorte d'infusion idéologique qui a fait que leurs choix ont été dictés vraiment
par cette vision-là du monde, quoi. Une vision, comme vous le disiez, sans Mais je pense qu'il y frontières. a différentes choses. Il y a aussi de l'amateurisme, je pense, et la volonté d'écouter les personnes qui vous font plaisir. De la même manière, pendant la crise en février, quand tous les pays structurés se préparaient, comme la Corée du Sud, à avoir le maximum de tests, en fait, Emmanuel Macron était plutôt sur le fait, écoutait plutôt les gens qui disaient que c'était une petite grippe qui n'était pas dangereuse, qu'au final, il y avait beaucoup de patients asymptomatiques et que la mortalité était en fait très faible. Et donc, Macron avait, par idéologie aussi, écouté ces gens-là. Et du coup, il voulait faire subir à la France aussi une stratégie de laisser l'épidémie nous envahir, d'immunité collective. Le Figaro l'a dévoilé, Le Monde aussi. Et il est revenu dessus. Mais c'est parce qu'il est idéologue, parce qu'il est probablement un peu amateur, qu'il a écouté seulement certaines personnes qui allaient dans le sens de ses idées. Je pense que c'est ça la réalité des faits. D'accord. Oui, du coup, beaucoup de commentateurs ont dit que cette crise-là révélait un aveuglement de nos élites par leur sacro-sainte croyance en un monde libéral d'auto-ajustement et d'autorégulation permanent, ce qui expliquait du coup leur réticence à intervenir et notamment être autoritaire dans les décisions de confinement, par exemple, entre autres. C'est très bien vu ce terme d'autorégulation et surtout d'auto-ajustement qui se faisait par le marché, où en fait l'État n'a pas besoin d'intervenir, le collectif n'a pas besoin d'intervenir, l'individu fait tout et les entreprises font tout. Et effectivement, cet auto-ajustement, ils n'ont plus l'habitude d'intervenir et donc ils ont oublié de prendre les grosses décisions. Je pense que c'est bien vu de dire ça. Oui, parce qu'on a pu voir, même au moment où effectivement l'État, où Emmanuel Macron a fait une intervention télé en disant qu'il appelait, je crois, je ne sais plus si c'était avant ou après le confinement, je crois que c'était avant, et effectivement beaucoup de Parisiens sont allés dans les parcs, il y avait une forme comme ça de croyance en l'ajustement des comportements par rapport à la menace, de la manière qu'il y a une forme d'ajustement des prix par rapport à l'offre et la demande. En fait, il y a une forme ça me révélait une forme de réticence de nos élites à intervenir de manière autoritaire et frontale. Tout devait se faire toujours en douceur et en croyant souvent, en misant souvent sur le libre choix rationnel de l'individu. Vous avez tout à fait raison. En plus, on avait dit aux gens pendant des semaines que c'était une grippe, que ce n'était pas dangereux, qu'il fallait surtout pas paniquer, qu'il n'y avait rien à craindre. Ensuite, Macron avait même dit qu'il fallait aller au théâtre une semaine avant. Le dimanche, 2 jours avant le confinement, on avait invité tous les Français à se rassembler pour les élections municipales dans des endroits confinés, dans des endroits donc vraiment dangereux où le virus peut rester. Donc tout avait été fait pour dire aux Français c'est pas dangereux et il n'était pas simple aux Français de se dire au dernier moment de changer complètement de mentalité par rapport à cette propagande médiatique et politique et à se dire cette maladie est vraiment dangereuse, il faut que je reste chez moi. Il y a eu un petit temps d'ajustement, mais on voit que maintenant dans la majorité des endroits les gens suivent les règles et se confinent. Le comportement individuel dépend aussi des choix collectifs et des directions collectives qui sont données par l'État et aussi de la confiance qui est donnée au gouvernement. Et on sait que cette confiance est faible. Malgré cela, les Français sont vraiment raisonnables et suivent les règles pour sortir de cette crise. On peut le remarquer. Alors, on a beaucoup justement parlé du retour de l'État dans cette affaire. Il y a plusieurs articles qui sont parus. Emmanuel Macron, d'une certaine manière, il a débloqué plusieurs milliards d'euros de relance. Il a fini par bloquer les frontières. Pas vraiment, au final, comme vous le disiez, mais du moins, dans le discours, il a dit avoir avoir mis certains contrôles aux frontières. Il a également promis de soutenir les entreprises. Est-ce que, selon vous, il incarne, au final, ce pouvoir? Je vous pose la question évidemment de manière ironique, hein, mais est-ce qu'il incarne ce pouvoir monarchique qui est tant attendu par les Français en cas de crise? C'est vrai qu'en cas de crise, tout le monde a besoin d'ordre pour s'en sortir. Tout le monde comprend qu'il faut de l'ordre pour s'en sortir, d'autant plus dans une crise sanitaire. Le problème, Emmanuel Macron est obligé d'utiliser l'État puisque les entreprises ne peuvent pas faire face à la situation. Mais je ne pense pas que les Français croient dans ce que dit Macron. D'ailleurs, la défiance envers la gestion de la crise par le gouvernement est au plus haut. Hein. Il n'y a que 75% des Français qui pensent que le gouvernement agit plutôt mal face à cette crise sanitaire. Donc, les gens s'auto-organisent un peu, les gens vont aider, les entreprises aussi, et c'est une très bonne chose. Tout ne doit pas être fait au niveau de l'État, mais il faut que l'État donne la direction, et c'est quand même lui qui doit être le moteur là-dedans.
Mais c'est bien qu'il y ait aussi de la solidarité et des initiatives individuelles, c'est une très bonne chose. Oui, alors du coup, je rebondis là-dessus. Effectivement, je m'interrogeais sur sur ce leitmotiv du retour de l'État, le retour de l'État. On a beaucoup entendu ça, mais ce qu'on a aussi énormément observé, c'est une formidable résurgence. On peut même parler de sursaut des actions citoyennes devant l'incapacité de l'État à réagir rapidement. Je pense à énormément d'initiatives, mais enfin, il y en a quelques-unes qui m'ont plus marqué que d'autres. Je pense à Oui. cet entrepreneur qui a privatisé une rue à Paris, une rue entière à Paris, pour pouvoir produire du gel hydroalcoolique en masse parce que les stocks des hôpitaux étaient vides. Il y a aussi eu la mobilisation de l'entreprise Ricard qui a promis 70 000 litres d'alcool pour fabriquer du gel hydroalcoolique, ou encore toutes ces petites mains là qu'on a vues qui ont confectionné des masques faits maison face à la pénurie d'État. C'est vrai, tout à fait, ou les entreprises même qui ont proposé de fabriquer des masques et qui ont envoyé cela sur les réseaux sociaux pour que l'État les écoute et en commande pour les hôpitaux alors qu'on en manquait gravement. Il y a tout un tas, une résurgence d'initiatives individuelles qui montrent que le pays se met en ordre de marche quand même si la direction au niveau de l'État n'est pas ferme du tout et n'est pas très assurée. Très bien. Bah, écoutez, on se dirige oui, vers la fin d'entretien sur la partie consacrée à l'Union européenne. Euh, Alors, pour faire cette transition, j'aimerais évoquer la pénurie de masques et de respirateurs, le manque de lits en réanimation, qui a beaucoup marqué l'actualité. On a certaines images qui ont été filmées dans les hôpitaux où on pouvait voir des patients, même le sol, qui encombraient les allées. Certains médecins parlent déjà, avec la vague qui arrive, de la nécessité de faire un tri parmi les malades par manque de lits. Est-ce qu'on peut parler, comme l'a fait Philippe Juvin, donc le chef des urgences de Pompidou, de la France comme d'un pays sous-développé en matière de santé? Ça vous semble exagéré ou pas? Bon, ça me semble un tout petit peu exagéré. Je pense qu'on est un pays en voie de sous-développement et le personnel médical qui manifeste depuis des années contre cet état de fait nous le disait. Hein, on tirait sur le personnel médical en leur disant, bah voilà, vous devez soigner les patients et vous devez travailler 12 heures par jour s'il le faut, 14 heures par jour s'il le faut, ou on les mettait dans un chantage insupportable vis-à-vis de ça. On voit aussi qu'on a une pénurie de matériel, hein, qu'on est mal préparé. Et donc, on est un pays, je dirais, plutôt en voie de sous-développement, mais pas encore sous-développé, il ne faut pas exagérer. D'ailleurs, moi, je n'ai pas fait de polémique vis-à-vis de Philippe Juvin, qui est ancien député européen, Les Républicains. Je n'ai pas voulu le faire parce que ce n'est pas le moment et qu'il dit des choses juste parfois en ce moment. Mais en fait, il faut quand même savoir que Philippe Juvin, qui se plaint de ne pas avoir de masque dans les hôpitaux, c'est le même Philippe Juvin qui a voté tous les accords de libre-échange qui ont fait que les entreprises de masques se sont délocalisées en Asie. Donc, il faudrait peut-être arrêter de se moquer du monde. Donc, c'est aussi effectivement notre absence de capacité de production qui nous laisse dans une énorme fragilisée. Mais il n'y a pas que la France qui est là-dedans. Les États-Unis aussi importent 90% de leur matériel médical et vont être en grande difficulté vis-à-vis de ça. C'est plus cette désindustrialisation, sachant qu'aussi il y a ce fait qu'on n'a pas assez de personnel de santé parce qu'on a réduit au maximum, sous le poids de l'austérité imposée par l'Union européenne, on a réduit au maximum les dépenses de santé auxquelles on avait à faire face. Oui, j'allais y venir. C'est ce qui m'a semblé être l'information la plus manquante dans les analyses médiatiques. C'est-à-dire que la question de l'Europe, de l'implication, comment dirais-je, de la responsabilité de l'Europe dans cette réduction drastique des dépenses publiques en matière de santé a rarement été évoquée, il me semble. Tout à fait. Elle a rarement été évoquée et même les soignants, beaucoup en avaient peu conscience. Je pense que là, Oui, ils en ont effectivement. Oui. plus conscience aujourd'hui. Cette responsabilité de l'austérité européenne et pourtant, c'était effectivement l'Union européenne qui demandait systématiquement des coupes dans les budgets. Et au bout d'un moment, ben, on coupait dans ce qu'on pouvait. On n'a plus assez de policiers, on n'a plus assez de militaires, mais on n'a plus assez de soignants, on n'a plus rien du tout. Mais c'est pas nouveau. Les médias protègent et les hommes politiques européens protègent toujours l'Union européenne. Je vais vous donner un exemple. L'accord transatlantique qui a été négocié entre 2014 et 2016 et qui a failli aboutir entre l'Union européenne et les USA, qui aurait été dévastateur pour l'économie européenne et notamment pour notre agriculture, est très dangereux. Cet accord était complètement passé sous silence par les médias. Ça a été abandonné parce que Trump est passé et n'en voulait pas, mais ça a été complètement passé sous silence. L'accord sur le CETA avec le Canada, qui est devenu un scandale, l'a été pour une raison assez absurde, c'est-à-dire qu'il y a le Parlement de la Wallonie, un Parlement régional belge, s'y est opposé. Sinon, les médias avaient passé ça complètement sous silence. En fait, habituellement, les vices de l'Union européenne sont
complètement passé sous silence. Et c'est un vrai problème parce que les Français sont très mal informés. Alors, dans cette crise cette absence de l'Union européenne dans cette crise sanitaire, Oui, il y a le cas de l'Italie qui est assez déprimant, assez tragique. Là, à l'heure actuelle, au moment où on fait cette émission, l'Italie a dépassé les 10 000 morts. Elle s'est vue complètement abandonnée par les autres États européens et elle a finalement été secourue par la Chine. Ce qui a valu cette déclaration du ministre des Affaires étrangères italien Luigi Di Maio. Nous saurons nous souvenir des pays qui nous ont été proches. Qu'est-ce que ça vous évoque, le cas italien, dans sa perspective d'une Union européenne complètement faillite? c'est vrai que l'Italie, qui fait partie des 6 pays fondateurs depuis de l'Union européenne, qui était signataire évidemment du traité de Rome, et qui était profondément européenne, est abandonnée, mais elle est abandonnée depuis 20 ans, puisque l'économie italienne a fait zéro croissance en 20 ans, avec une paupérisation très forte. Et là, on l'abandonne pendant la crise sanitaire complètement. L'Allemagne a empêché les exportations de matériel médical au moment même où l'Italie en avait le plus besoin, et que les autres pays n'étaient pas en grande difficulté. Effectivement, il y a une énorme colère en Italie de voir que c'est finalement les pays parias, selon l'Union européenne, la Chine, la Russie, Cuba, le Venezuela, qui viennent à l'aide, alors que l'Europe l'a complètement lâché. On a entendu aussi Giovanni Conte, qui est plutôt pro-européen, qui a dit cette Europe est morte, cette Europe est laide. On voit des drapeaux brûlés sur les réseaux sociaux par les Italiens, des drapeaux européens décrochés. En fait, on peut penser que l'Italexit se précise pour après la crise. Il est très probable que les Italiens n'aient pas envie de rester dans l'Union européenne après un tel affront et un tel manque de solidarité. Oui, effectivement, il y a eu effectivement plusieurs vidéos de maires ou de personnalités politiques qui brûlaient ou alors décrochaient les drapeaux italiens. Hum, Il y a ça aussi également, il faut jeter le scandale tchèque, où effectivement les autorités du pays ont saisi arbitrairement 110 000 masques et des oui, respirateurs chinois qui étaient destinés à l'Italie. oui. Donc, du coup, certains se sont mis à parler de crise terminale de l'Union européenne, alors qui était déjà très mal en point, parce que là, il y a une forme, on a l'impression que à l'ère de l'union fait la force, on est passé à chacun pour soi. Donc, est-ce que selon vous, c'est un indicateur de la crise terminale de l'Union européenne ou c'est Je une crise pense, oui. transitoire? Alors, le chacun pour soi a toujours été le cas. Finalement, dans l'Union européenne, les pays étaient en guerre économique les uns contre les autres. L'Espagne a baissé ses salaires pendant la crise de l'euro de façon très forte pour devenir compétitive et attirer des entreprises industrielles des autres pays d'Europe, dont la France. Donc, on était des gens chacun pour soi, mais les gens ne le voyaient pas. Là, la différence, c'est que les gens voient que l'Union européenne, c'est du chacun pour soi. Et donc, il n'y a absolument aucune solidarité. C'est une vaste blague ou un vaste mensonge, que l'Union européenne est impuissante, voire qu'elle nous bloque, puisqu'avec les accords de libre-échange, si on veut refaire des entreprises de masques, il ne faudrait peut-être pas qu'elles soient détruites par les entreprises de masques des pays asiatiques. Euh, L'Union européenne va être un blocage en plus pour l'avenir. Là, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a averti que les mesures d'urgence prises par les États membres dans la lutte dans cette crise sanitaire doivent être limitées à ce qui est nécessaire et être strictement proportionnées. Donc on voit que l'Union européenne est un point de blocage énorme dans cette crise et il va y avoir une grosse bataille politique après la crise pour savoir s'il faut rester dans l'Union européenne ou pas. S'il faut faire un exit, je pense que l'Italie sera probablement une des premières à être sur le devant de la scène, mais enfin tout ça va être très chaotique. Je pense que les Français ont beaucoup ouvert les yeux aussi sur les inconvénients d'être dans l'Union européenne. Alors, est-ce qu'on ne peut pas craindre aussi une forme d'effet rebond de la part des dirigeants européistes, c'est-à-dire une volonté renouvelée, doublement renouvelée, face à cette crise, d'en appeler à plus d'Europe? On connaît la fameuse formule de Jean-Pierre Chevènement sur les membres du parti qui, devant les faiblesses structurelles ou les impasses plutôt structurelles de l'URSS, appelaient à plus du RSS et encore plus du RSS. Il est presque certain qu'on va en arriver là-dessus. Et donc, la difficulté, c'est que toutes les élites politiques et médiatiques, pratiquement, se sont mouillées pour l'Union européenne. Donc, on va avoir une bataille entre le peuple, en fait, et les rares élites politiques qui sont contre l'Union européenne et pour le Frexit, contre tout le reste. Donc, on a une vraie bataille avec d'un côté le nombre, de l'autre côté le pouvoir. Il est difficile de savoir ce qui va se passer parce on va rentrer vraiment en crise politique, en crise de régime, très probablement.
Le cas de l'Allemagne est un peu atypique. Beaucoup de médias disent que effectivement le pays s'en sort beaucoup mieux. Il ne compterait que, bon évidemment je mets ça entre guillemets, 450 cas mortels pour 57 000 personnes infectées. Comment on peut expliquer ce faible taux de mortalité par rapport aux autres pays européens? Oui, c'est assez étonnant, d'autant plus que l'Allemagne est un pays vieillissant avec beaucoup de vieux qui sont les plus touchés par la maladie, qui risquent le plus avec cette maladie. L'Allemagne était un peu mieux préparée, hein. Elle fait beaucoup de tests. Elle a préparé son industrie de tests. Les masques aussi, elle en manque moins. Elle a donc repéré les malades plus tôt, ce qui permet de les soigner plus vite. Ça, c'est un élément d'explication. L'autre élément, je pense qu'elle a beaucoup moins de malades que la France. En fait, elle teste beaucoup et elle a grosso modo 50 000 malades. La France annonce à peu près 40 000 malades. On pense qu'elle en a au minimum 5 fois plus, 200 000. Je pense qu'il y a beaucoup plus de malades en France déjà qu'en Allemagne. Puis il y a une autre chose, c'est qu'elle a donc repéré les malades plus tôt, qu'elle a plus de lits hospitaliers, qu'elle les prend plus tôt en charge. Donc c'est plutôt une bonne chose. Après, on peut presque se demander si l'Allemagne ne ment pas sur les chiffres. Mais enfin, ça me paraît très étonnant. Donc, restons sur l'explication qu'il y a beaucoup moins de malades en Allemagne pour l'instant que dans les autres pays européens, je pense. Alors, on a évoqué cette question justement des frontières. Vous avez évoqué effectivement la réaction de la présidente de la Commission européenne qui a sévèrement critiqué cette situation. Qu'est-ce que révèlent ces décisions des pays membres? Et surtout, la question que je me pose, c'est est-ce que ces décisions-là de mettre quelques verrous aux frontières, est-ce qu'ils entrent en violation des traités européens? Est-ce que là, il y a une question juridique qui se pose? Dans quelle situation on est? Est-ce qu'on est dans un flou un peu? Comment ça se passe? Je pense que les gens, effectivement, ils ont violé le pacte budgétaire. Il a été annulé d'ailleurs pour l'instant, hein. Ah ouais. Tout le monde fait ce qu'il veut sur les budgets et complètement hors des clous des 3% de déficit sur le PIB. Pareil pour les frontières, en fait, on a été obligé de prendre des mesures d'urgence et de violer les règles européennes qui bloquaient complètement, qui empêchaient les pays d'avenir. Alors, ça fait effectivement un précédent et ça va être complexe pour l'Union européenne de revenir à la situation d'avant. Mais le plus complexe qui va se passer, c'est quand certains pays vont être guéris pendant que d'autres vont rester malades, les frontières devront rester fermées. Et pour combien de temps? Comment ça va se passer? Est-ce que des pays comme certains pays des Balkans, pas très structurés, vont être autorisés, les habitants vont être autorisés à venir dans les pays guéris d'Europe? On va avoir un imbroglio pas possible là-dessus, avec l'Union européenne qui va essayer de préserver ses règles et les pays qui vont essayer, les pays qui sont bien dirigés, qui vont essayer de survivre en violant ces règles. Alors, on a évoqué la sortie de l'Union européenne. Pour vous citer encore une fois, vous expliquez que pour mettre en place une nouvelle économie nationale fondée sur la planification gaulliste que vous avez évoquée tout à l'heure, ça nécessitait du coup pour la Banque centrale, une banque centrale qui soutienne l'économie réelle française et non la finance, ce qui signifie que nous devons en finir avec l'euro. Donc en fait, l'ensemble, parce que vous parliez du modèle économique qu'il faut interroger et du coup remplacer, cela passera forcément par une sortie de l'euro et de l'Union européenne. Tout à fait, parce que de toute façon, l'euro a désindustrialisé la France, l'Espagne, l'Italie et permis l'industrialisation supplémentaire de l'Allemagne et des pays du nord de l'Europe. On le voit, l'Allemagne n'avait presque pas d'excédents commerciaux ou très faibles, et la France à peu près le même niveau d'excédent ou d'équilibre commercial juste avant l'euro. Et après l'euro, on voit un formidable emballement avec l'Allemagne qui devient le pays qui a le plus fort excédent commercial du monde, à 200-250 milliards d'euros par an, et la France qui tombe en déficit commercial avec l'Italie, l'Espagne et tous les pays du Sud. Donc ça a entraîné la désindustrialisation. Et donc, ça nous empêchera de nous réindustrialiser, cette monnaie étant trop forte. L'autre chose qu'on a, c'est le problème de la Banque centrale. Avec l'euro, la Banque centrale est pro-finance, pour les marchés financiers, pour la finance et pas pour l'industrie et l'économie réelle. On le voit, l'action de la Banque centrale européenne, c'est d'acheter 1 000 milliards d'actifs sur les marchés financiers aux investisseurs pour faire monter les prix et sauver les investisseurs. Alors qu'en fait, il faudrait sauver d'abord l'économie réelle, ce qui finirait par sauver d'ailleurs les boursiers, hein, plus ou moins. Il faut sauver l'économie réelle et les gens de l'économie réelle, les salariés, les chefs d'entreprise. On voit que la Banque centrale est très pro-finance. En fait, avec ce système de tout marché, de néolibéralisme et de finance, on se retrouve avec
l'économie qui est au service de la finance et les hommes qui sont au service de l'économie. Il faut faire l'inverse, il faut que la finance soit au service de l'économie et que l'économie soit au service des hommes. Donc il faut changer complètement l'ordre de priorité. Sur la Banque centrale, moi j'ai une proposition, je pense que la Banque centrale, c'est un entre-soi de financiers. Le Conseil de politique monétaire de la Banque de France, c'est un conseil de politique monétaire maintenant où il n'y a plus d'industriels, il n'y a plus que les financiers qui gèrent la monnaie, les fonctionnaires et les financiers du service privé. Or, il faut que toutes les parties prenantes soient là. Il faut que les industriels soient là, que les entreprises de services soient là, que l'État soit présent et que même les syndicats ou les représentants de salariés soient présents pour que la Banque centrale travaille pour l'ensemble de l'économie et non seulement pour les financiers. Très bien. Écoutez, on va terminer cet entretien sur deux autres questions liées à la question du coût énergétique et la question écologique, comme vous avez écrit deux ouvrages respectivement sur ces deux sujets. On a vu circuler beaucoup de vidéos sur les eaux de Venise qui devenaient plus claires depuis le confinement. On a partagé beaucoup de graphiques, beaucoup d'images satellites où on pouvait voir une chute sévère des émissions de gaz à effet de serre, particulièrement au-dessus de la Chine. Ou encore des vidéos de retour de certains animaux sur les espaces publics abandonnés par les hommes durant cette période de confinement. Qu'est-ce que cette situation vous évoque pour l'avenir de la planète? Est-ce qu'il y a un message à prendre en compte? Je pense qu'on visualise tous le fait que l'homme abîme son environnement, et tout le monde en a conscience aujourd'hui. L'écologie, c'est pas un effet de mode. Je pense que les Français veulent transformer l'économie, leur société, pour mieux respecter l'environnement, pour le préserver, parce que c'est tout simplement l'avenir, leur avenir et l'avenir de leurs enfants qui est en jeu. Et donc, c'est absolument fondamental. Voilà ce qu'on peut tirer pour l'avenir. Et donc, du coup, dernière question, sur l'aspect énergético-financier de cette crise, on sait que le baril de pétrole n'a jamais été aussi bas depuis la guerre du Golfe de 1991. Y a-t-il un risque à craindre en sachant que le pétrole est la courroie de transmission de notre civilisation industrielle? Alors pour vous dire, les financiers aux États-Unis de Wall Street parient que le pétrole va bientôt passer négatif dans certains endroits, tellement les gens auront trop de pétrole qu'au Canada, et c'est pas des plaisantins, c'est les gens qui travaillent à Wall Street, le stockage est tellement débordé qu'ils pensent qu'il y aura quelques endroits où le prix du pétrole va passer en négatif sur une courte période. Alors le prix du pétrole, on va pas revenir dessus, c'est un peu complexe, c'est une bataille géopolitique entre les États-Unis, la Russie et l'Arabie Saoudite pour savoir sur la production de pétrole. Ça va avoir des effets économiques très négatifs pour les États-Unis, qui est un gros producteur de pétrole avec du gaz de schiste qui se produit à $40, $50 le baril, contre un prix qui est à $20 aujourd'hui. Donc, ils perdent des fortunes et ils vont faire faillite probablement. Pour les autres pays producteurs, ça sera moins douloureux, mais ça sera douloureux quand même, fortement. Et pour les pays consommateurs, ça sera plutôt une bonne chose. Après, ce n'est pas une très bonne nouvelle, mais je pense que cette bataille va s'arrêter sur le pétrole relativement rapidement. Ça ne peut pas durer très très longtemps parce que tout le monde se fait mal. Donc, mais ce n'est pas une excellente chose que le prix du pétrole baisse autant, même si c'est un phénomène très conjoncturel. Il vaut mieux que le pétrole soit à 40 ou $50 pour qu'on puisse se passer des énergies fossiles plutôt qu'un pétrole à $20. Mais c'est qu'un phénomène temporaire, je pense, que l'on a, qui est dû au fait qu'on consomme beaucoup moins de pétrole en confinement et que l'offre de pétrole reste la même puisque les grands pays ne s'entendent pas pour la réduire et que le but, je pense, est de tuer les producteurs de gaz de schiste américains. C'est un peu le but de la Russie et de l'Arabie Saoudite. Très bien. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cet entretien. Merci beaucoup. Pour ce qui est de nos auditeurs, je leur donne rendez-vous du coup pour une prochaine émission consacrée à cette crise et je leur dis à bientôt. À bientôt, au revoir. Vous voulez vous tenir au courant de nos initiatives? Suivez-nous sur Facebook, abonnez-vous à nos groupes.